Cécile Becherel-Émile, bonjour. Bonjour, Merci de m'accueillir chez vous à Beaubassin. je suis content de vous recevoir. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. Comment vous êtes tombé dans ce monde politique? Comment tu es tombé dans le monde politique? C'est que depuis tout gosse, j'ai entendu parler de mon grand-père, Joseph Alexandre Émile. Il avait un journal qui s'appelait L'Opinion. Il y avait aussi une page anglaise avec. Eh ben, il passait son temps à dénoncer les abus des Anglais à l'île Maurice. Ouais. Et finalement, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu au moins 3 gouverneurs qui ont quitté le pays. Après commission d'enquête, ils ont quitté le pays, ils ont été déportés. Je ne dirais pas plus que ça, mais c'était provoqué par mon grand-père. Ça. Mais est-ce que la politique et le journalisme sont liés? La politique et le journalisme, naturellement, tout est politique ici. En société, tout est politique. Mais au fait, comment c'est arrivé, c'est que moi, j'ai été formé comme clerc de courtier maritime, Customs House Broker. Mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer ma carrière dans ce domaine. Mais j'ai été formé par mon père et des grands maîtres de la douane. Enfin, je préfère ne pas citer ceux qui m'ont formé, les maîtres qui m'ont formé, parce que je risquerais d'en oublier certains. Nous avons ce point commun parce que mon premier travail, ça a été Custom Clock. Oui, Customs Clerk. J'ai été Customs Marie-Brokeuse. Ouais, Customs House Brokeuse. Comment c'était à l'époque? Comment c'était? Comment c'était à l'époque? Écoutez, la douane, je peux dire que c'était une fraternité, ça. Hein? Si vous ne connaissez pas une procédure, n'importe qui, que ce soit un courtier maritime, un clerc de courtier maritime, un officier des douanes, n'importe qui, il vous guidait, il vous expliquait quelle procédure suivre. Et d'ailleurs, c'est en travaillant comme ça qu'on arrivait à appliquer les lois. Et bien ça, la loi, à mon époque, le Customs Ordinance, ça c'était en mouvance tout le temps. Qui c'est qui écrivait ça? C'était M. Emmanuel Kranji. Ouais. Tellement bien que j'ai admiré, parce que j'ai appris beaucoup de lui. C'était un de mes maîtres d'ailleurs. Hein. Quand je parlais de lui, je disais toujours Saint Emmanuel. Oui, ça faisait rire. Mais vraiment, il avait beaucoup de compétences. Il fallait qu'il y ait ça tous les jours, ça. Mais est-ce que, à votre époque, quand vous étiez jeune, il y avait cette frénésie autour du monde politique qu'il y a maintenant, n'importe quoi qui sort. Maintenant, le Parlement, tous les mardis, vous suivez, ou peut-être vous ne suivez pas. Tout est politisé. Il y avait ça? Il y avait, oui. Il y avait, parce que, par exemple, moi, je suis de la savane. Je suis arrivé à Port-Louis, j'avais 3 ans. Les premiers noms que j'ai connus, j'ai entendu, à Port-Louis, c'était Kader Bayat, Suleiman Bayat, des fois Paten, Gora Raja, Mamad Raja, et le docteur Moussa Raja, c'était le camarade de mon père, mais au fait, Moussa, c'était notre tonton, le docteur Raja. Ouais, Gora, c'était la promotion de mon grand frère. Donc vous avez peut-être connu la naissance du mouvement travailliste, curé, ou non, je peux pas vous avez plus le mouvement travailliste? C'était en 37 là. Non, je suis né en 43. non, vous avez vécu peut-être jeune, mais vous avez vu peut-être... Non, j'ai vu, oui. J'ai vu tout ça. Je suis tombé sur les livres qui étaient de cela. Ouais, la commission d'enquête, là, les livres, j'ai trouvé ça. En 37, avec Curé, il y avait Pandit Saradeo, il y avait Samuel Barbé, premier secrétaire du Parti travailliste, il y avait Antil, je suis au courant, il y avait Basile Bisson Loyal. Lui, il a été mis en prison, lui, hein, 1 an. Environ 1 an, il est resté en prison. Pourtant, il faisait rien de méchant, il apprenait simplement. C'était un prêtre, hein, un pandit. Mais est-ce qu'il y avait un clivage à Maurice à l'époque? Vous sentiez comme s'il y a un clivage, c'est-à-dire la droite, la gauche, hein, politiquement parlant. Hein? Il y a toujours eu un clivage, partout, qu'on le veuille ou pas.
D'ailleurs, Malcolm le dit, hein, ici c'est le pays où on cultive la canne à sucre, mais sur tous les préjugés, ça c'est encore là. On ne pourra jamais s'en débarrasser tant que on ne balance pas cette affaire de Sabine Clifford, ce qu'il a fait ici. Ouais. C'est-à-dire? Sabine Clifford, avec son caradam scandale qui s'est produit à la Jamaïque. Et partout, il a passé dans les Nouvelles-Hébrides, en Amérique et ici. Et pourtant, le nom de Bette Clifford n'est pas trop connu dans l'histoire. Oui, justement, parce que les autorités ne veulent pas que le Mauricien connaisse l'histoire réelle du pays. Ils préfèrent donner l'histoire qui est communalisée, qui est politicienne, qui est communalisée, castéisée. Ça oui, tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, on ne pourra pas avoir de Mauricien. Comment voulez-vous qu'on invite le Mauricien à aller fêter le jour de l'indépendance? Mais on refuse de lui permettre de connaître l'histoire de son pays. Il ne sait pas d'où il vient, qui il est, qui est l'autre. Nous avions besoin de bagarre raciale, nous avions besoin de l'amical, de ce qui s'est passé au quartier chinois plusieurs fois. Non, ça a été provoqué, ça. C'est important de connaître ses sources politiques. Mais naturellement, pas seulement ses origines, son origine. Il faut s'affirmer. Il faut être fier de ce qu'on est. Non, tant qu'on ne sort pas cette affaire-là. Ça, c'est en 1940 qu'on a mis ça ici. Bette Clifford, la crapule, l'escroc. Ce sont vos termes. Pas des termes, c'est un fait. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi avoir peur des mots? Moi, j'ai peur de personne, je crains personne. J'ai jamais eu 36 façons de dire ce que je pensais. Comment c'était la vie politique italienne quand on est dans le dimanche politique? À cette époque-là, il y avait le Parti travailliste, il y avait plusieurs formes du Parti mauricien. Il y avait l'AFB, c'était pas le Parti mauricien, c'était le ralliement mauricien. Le RM. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, le pays était un paradis. Pourquoi vous dites maintenant, en 2020, que Maurice était un paradis? Maurice était un paradis avant les années 60. Je suis de la savane. Je suis arrivé à Port-Louis, j'ai été à l'école Bon Secours, l'école catholique. Je ne suis pas catholique, moi, je suis Solène-Bourgien. Ben, toutes les ethnies du pays étaient là. Toutes les ethnies, on jouait ensemble. Si un abruti avait un gâteau, on mangeait dans le même gâteau. Hein? Les garçons, filles, tout ça. Maintenant, on nous a imposé l'anglais. Moi, je dis que ce n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le français, jusqu'aujourd'hui. L'anglais, on nous a imposé ça. Ça a provoqué une confusion générale parmi toutes les ethnies de l'école. Hein? Toutes les ethnies. Le livre d'anglais, c'était pas de l'anglais, et l'Everyday English, c'était pas everyday, c'était pas anglais, c'était sud-africain. Parce que l'Indien qui se trouve au Sud-Afrique n'est pas l'Indien qui était chez nous ici, ça. Moi, j'ai connu l'Indien qui partait à l'angouti de toile fine, hein, un coulta, une veste, certains portaient des boucles dorées, en or, un turban, hein, une moustache indienne. On nous montre un morceau de gâteau piment avec un coulta. Le coulta, c'est aujourd'hui que les gens portent ça. Aujourd'hui, moi, je porte le coulta, je dors avec ça. Je vis avec le coulta maintenant. Bon, un coulta avec une caraille d'huile en ébullition pour que ces gâteaux piment, on a mis dedans Eman, oui, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein? Eman with a pan. Mais naturellement, j'arrive chez moi, Eman with a pan, maman voulait m'égorger. Elle me dit non, c'est Eman with a pan. Mais maintenant, Epan, c'est une poêle, pas une caraille d'huile. C'est la même, ça fait une confusion là. Et l'Indien, il n'avait pas de moustache indienne, il n'avait pas de turban. Hein? Maintenant, le docteur, un docteur en coulta blanc, sans moustache indienne, sans turban, un stéthoscope autour de son cou. À cette époque-là, le docteur, je connaissais, il portait la jaquette. Après qu'il a porté le costume 3 pièces,
Non, mais c'était pas possible. Ça a provoqué une confusion générale. Il y avait une sorcière dans ce livre-là. Il fallait prononcer ça. Nous avons pris plus d'une année pour arriver à prononcer ça. Et c'est pas terminé là. Nara, Keswan, Siboulou, il y avait un autre nom encore. Tellement bien, on a pris plus de 2 ans pour arriver à prononcer ça. Pourquoi on nous a donné le livre sud-africain? Il fallait nous donner un livre anglais, on aurait encaissé pas bien, mais plus facilement. J'ai pris du temps pour parler anglais. Non, je parlais anglais, mais je prononçais difficilement depuis enfant, parce que chez moi, c'était la Société des Nations Unies. Forcément, on parlait un peu de tout. Quand j'étais à Mauritius, hein, là que j'ai badiné, parce que les ambassades venaient dans mon magasin, j'étais au fret, ben, je causais avec les Indiens de l'ambassade. Mais je me sentais toujours bien proche de l'Indien. J'aimais la façon de parler. Mais au fait, je parle anglais indien. Après, j'ai traîné aux Indes. Ben, quand je retournais chez moi, ben, j'avais un accent indien, ça s'attrape vite, ça. Et tellement bien, à l'aéroport, on me connaît comme Baïsab. Ouais, ouais. Et aux Indes, dans certains bazars, ils ne pouvaient pas dire Émile, mon nom c'était Amal. Amal. Ouais. La question était comment c'était ça, hein? C'était le ralliement, comment était l'atmosphère dans ces années, l'atmosphère politique? Est-ce que c'était un peu plus de combat pour les travailleurs, parce qu'on sait que le combat pour les travailleurs, oui. Je me souviens, j'avais été à la municipalité avec mon papa. J'étais tout gosse en 48, 47, les élections là. Les meetings, je faisais en français. Parce que j'avais l'habitude d'aller dans la voiture 46-37 du docteur Raja Moussa. Papa, Moussa, maman et moi, je suis l'aîné des derniers. Parce qu'il y avait 8 gosses chez nous. Il y a eu un break, après moi je suis venu, il y a eu 4, nous étions 4 après. Ben, nous allions dans la voiture là, écouter tonton Samuel qui faisait son meeting au jardin de la Plaine Verte dans le kiosque. Ben, les meetings se faisaient en français. Le premier qui a commencé à parler l'école, c'était le grand Guy Rosemont, avec sa Singer rouge décapotable, une Singer de 10 chevaux, rouge avec toutes sortes de grande pancarte dessus, un tapage infernal, un brouhaha, un toy-boy, qui disait, ouais, en avant travailler, ouais. C'était les élections, le jour des élections, c'était joli. Mais c'était la foule partout. Mais il n'y avait rien de méchant, hein. Est-ce que c'est, quand vous comparez ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que vous voyez maintenant, peut-être quelques années, vous n'avez pas vu un meeting, peut-être vous avez vu sur les outils Internet. Est-ce que ça a changé? Je vois toujours les pancartes, les numéros 60-0, bien à cette époque-là c'était 48, 44-0. L'ambiance est pareille. On va pas dire les discours, mais est-ce que l'ambiance était pareille? Non, l'ambiance c'était une ambiance fraternelle. Fraternelle. Par exemple, quand les élections, on avait eu les résultats, les voitures circulaient partout n'importe lui. Il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de créoles, il n'y avait pas de chinois, indiens. Non, tout était un seul là. Les travailleurs étaient avec Guy Rosemont, oui. Mais le ralliement mauricien là, c'était Koenig là. Mais Abdul Razak, je crois qu'il m'en fondateur aussi de ça. Ouais. Mais tout ça, c'était. Vraiment, il y avait une fraternité. Les voitures passaient là, devant mon chemin, la rue Chandelot. Nous étions de haut, on regardait. Mais vraiment, il n'y avait pas cette animosité qu'il y a eu après. Regardez Actuafip à l'époque de Gaëtan Duval. Hein? J'allais venir sur lui. Regardez ce qui s'est passé avec Debré. Après, ce nappant qui. Quoi? Il a promis des histoires à Gaëtan. Là, il a embêté. Et Gaëtan Duval, les Ramboulam, tout ça. Maintenant, Debré, quand Actuafip,
une espèce d'échafaud. Oui, oui, je dis bien échafaud, parce que depuis quand il a commencé à s'adresser au peuple mauricien, là, ça s'est cassé, il a failli se faire guillotiner. Ah, mais c'était difficile à aller à Curie. Donc il y avait peut-être, il y avait deux clans, c'est-à-dire d'un côté le ralliement mauricien qui est venu de Ralliement mauricien, c'est de... et Pax Tavares. Mais les petites structures, maintenant on a un peu résistance alternative, Oui, il y avait le CAM qui était un petit peu plus musulman, CAM, comment CAM est arrivé? Le CAM, à cause de Krishna, le caricaturiste du bonhomme Ramlala, Moïse Stank, non? Il a fait un dessin. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un dessin, on se fait foutre en prison. Ouais. On n'est pas libre du tout. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a aucune liberté. Là, on risque de venir m'embêter là. Souvent, je me fiche de ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire aussi. Je crains personne, moi, je vis debout et je mourrai debout. Donc, vous avez vécu la naissance du Parti travailliste, les balbutiements du PMSD, ce qu'il est aujourd'hui. Comment c'était un peu avant l'indépendance? On a parlé de 48. Avant l'indépendance? Oui, peut-être cette élection cruciale de 67 qui est venue donner l'indépendance. On ne va pas parler de Diego Garcia. Comment c'était l'ambiance dans Maurice? Entre le travail, CAM, IFB et Bautista et Attendez, je parlais de CAM. Ouais, le caricaturiste The Fox and the Goat. C'est là que ça a fait un déclic dans la tête de... C'est Abdul Razak. Lui avec Gora Isaac, avec... écoutez, j'ai ça là. C'est là qu'il a vu qu'on s'était servi de lui. C'est là qu'il a créé, il a fondé le CAM. Ouais. Mais comment c'était l'ambiance un peu à Maurice? Parce qu'on avait une élection qui est comme toutes les élections, mais on avait greffé l'indépendance comme sujet. Comme ça s'est passé un peu en 2014, un peu la République et tout, on est venu greffer quelque chose là-dessus. Non. L'indépendance, ça on a roulé Ramboulam, hein, Kewal. Il a été roulé, bien roulé, ça pas les Anglais. Ouais, toujours la blonde, l'avion, ça perd, il dit. On l'a bien roulé, ça. Jamais l'indépendance n'était à l'ordre du jour pour ça. C'est-à-dire, contre l'indépendance, jamais. Mais pourquoi on dit que... Parfois, quand j'écoute certains discours, on est en train de dire oui, le PMSD d'époque était contre l'indépendance. Il n'était pas contre exactement. Le PMSD voulait avoir une garantie quelconque. Parce qu'on nous a laissé tomber complètement. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ils ont exploité, nous ont exploité toute leur richesse. Nous, c'est-à-dire des Anglais. Oui. Les Anglais ont exploité toutes nos richesses ici. Kewal Ramoulam, je peux vous dire une chose, il avait une haine terrible contre l'anglais. À juste raison d'ailleurs. Ouais. À juste raison. Vous savez comment ça se manifestait chez lui? Je ne vais pas le dire ici. Bon, on va rester un peu. Ouais. C'était un grand admirateur de Gandhi. Hein? Et comment? Il fréquentait le jeune, Nehru. Hein? Mais ils étaient sous haute surveillance en Angleterre. Ils vivaient dans un taudis, là, où ils se rencontraient. Dans un lieu mal famé. Qu'on va taire le nom. On va retourner un peu, on avance un peu. Et ça, il n'était pas seul, là. Tous les jeunes Indiens étaient debout avec Nehru et Gandhi. Mais en tout cas, je dois dire quelque chose pour Kewal, hein. C'était un grand politicien. Un grand, ouais. C'était un grand. Il a su contrer la blonde d'Albion et sa perfidie, hein. Seulement, finalement, l'anglais qui a eu gain de cause, l'a manipulé pendant toute sa vie comme une marionnette. C'est malheureux, ça.
Comment vous avez vécu le 12 mars 68, midi, le drapeau mauricien? Vous étiez là-bas, vous étiez en famille. Est-ce que c'était important pour les Britanniques qui devenaient ce jour même mauriciens? Mauricien, personne n'est devenu mauricien. On n'a jamais eu l'indépendance. C'était une monarchie. Mais oui, c'était une monarchie. On n'a pas eu l'indépendance. Il n'y avait pas un gouverneur général. Alors, un gouverneur, c'est quoi ça? C'est pas le représentant de la reine, ça? Alors, on a eu l'indépendance? On n'a jamais eu l'indépendance. Donc pour vous, l'indépendance, on l'a eu en 1992, quand nous sommes devenus une république. Une république avec une constitution qui a été écrite par 3 Anglais, pas 2 Anglais. On n'a pas fini avec ces gens-là. On doit se débarrasser de ces types-là ici. Donc il faut changer de constitution. Mais naturellement, il faut avoir une constitution post-indépendance. Il faut toutes les libertés voulues aux citoyens. C'est pas suffisant, c'est une mauvaise constitution. Il faut casser tout refaire. L'histoire, ça a servi à une époque, hein, les ethnies minoritaires. Mais maintenant, on n'en a plus besoin au coup de haut, ça. Ça vous parlez, c'est le best of the system. Mais naturellement, nous sommes dans cette terre africaine-là, aujourd'hui, et notre mère patrie à tous. Tous ceux qui sont nés ici ont les mêmes droits, sont des Mauriciens. Juste élection, juste quand on est candidat pour l'élection, parce que quand j'y vais dans l'isoloir, et vous aussi, vous êtes pas dit, on ne demande pas si vous êtes telle communauté, des 4 communautés décrites dans la Constitution. De quelle communauté je vais me déclarer? Je suis métisse, de 300 au moins. Comment voulez-vous que je puisse me qualifier pour ceci ou cela? By my way of living, et qu'on garde ça pour... que les Anglais gardent ça pour eux, les tuniques rouges. Mais ce qu'ils ont fait aux Indes, ce qu'ils ont fait partout dans les colonies ici. Les gens s'abouchent à ces gens-là aujourd'hui, les politiciens mauriciens. Mais ils ont une mentalité d'esclaves, ils ne pourront jamais se débarrasser de ça. Mais ça a été voulu, ce système de baisse sociale. Parce qu'on est dedans depuis presque c'était nécessaire à l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Oui, je sais, Abdul Razak Mohamed a demandé, pas lui seul, c'est Aki, le Chinois aussi. Il fallait faire ça. Mais aujourd'hui, on a passé ça, on doit vivre avec notre époque. Non, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a des stratégies politiques de placer un candidat d'une certaine de ces 4 communautés. Ça, c'est de la bêtise, on doit se débarrasser de tout ça. Mais tous les partis utilisent ça. C'est pourquoi que je dis que les politiciens mauriciens sont honteusement les fidèles disciples de Bill Clifford, l'escroc, la crapule. Oui, il faut se débarrasser de ça. Si on veut devenir mauricien, on met n'importe qui, n'importe où. Il sort pas. C'est tout. Il faut changer la mentalité des gens. Mais c'est difficile, c'est difficile, c'est pas impossible. Il y a qu'à avoir un peu de bonne volonté. De ne pas venir mentir tous les jours pour la corruption. Dieu serait sans pitié pour la drogue. Hein? Qui c'est? Je suis pas bien de ton tractopelle, moi. Vous êtes en colère? Je suis révolté de voir mon pays tomber entre les mains des gens qui n'ont aucun droit dessus. C'est l'argent de la population, l'argent du peuple. Le peuple crève de faim, n'a pas de case, n'a rien, n'a pas de travail. Mais tant qu'on ne va pas se débarrasser de ça, il y aura toujours des assassinats, des viols, enfin, toutes sortes de brutalités. Mais les Mauriciens aiment ça. Les Mauriciens aiment ça? Oui, le Mauricien n'aime pas ça, il est tranquille, lui. Seulement, on l'embête, on lui raconte des âneries tous les jours. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Après, le pays doit être laïque. On n'a pas à subvenir aux besoins d'aucune religion. Ça, c'est la liberté du citoyen d'appartenir à une religion ou pas. Mais c'est difficile, ça. Quel difficile? C'est pas impossible. Les Français, ils sont en train de le faire, mais il y a le pot du voile. Je n'ai pas copié le français, je suis africain. Je suis africain. Non, je n'ai pas copié quiconque. Je n'ai pas imité quiconque.
on doit être laïque. Le pays doit être laïque. Il doit gérer, l'État doit gérer la bonne marche du pays. La religion, ça, c'est la liberté du citoyen. Ça, il garde ça pour lui, dans sa maison, sa famille, partout. Mais qui ne mélange pas ça avec l'État. Donc pour vous, l'État ne doit pas subventionner Non, pas du tout. Pas du tout. Pas un sou. Je suis Solène Beaugien. Je peux dire aujourd'hui que je suis révérend. Hein? Mais jamais l'État n'a donné de l'argent pour subvenir à nos besoins. Nous nous débrouillons tout seuls. Je sais ce qu'ils font. L'Église et toutes les religions. Ils s'occupent de la veuve et de l'orphelin. C'est parfait ça. Oui, je sais, je reconnais. Je reconnais ça, ce qu'ils font. Maintenant, les socioculturels, et vous là, ce sont des dangers, ça, ce sont des lobbies politiques, ça. Ça, il faut s'en débarrasser. Certains ne le sont pas. On va pas remonter dans ça. Après les élections de 68, oui. Il y a une réunification, c'est-à-dire on a fait un gouvernement d'union nationale, PMSD de l'époque. Et comment vous avez vécu ça? PMSD. Transition, MSD avec Parti travailliste ensemble. PMSD, Parti travailliste. Ça a été arrangé par la France, ça. Oui, notamment Debré. Oui. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était dans la nature ou bien c'était quelque chose que vous sentiez, peut-être que c'était un peu un truc politique? C'était politique. Pourquoi? La France nous aime ça? Ça c'est la politique, les intérêts, ça. C'est toujours une question d'intérêt. Pourquoi? Pour empêcher la Russie de venir pourrir son nez chez nous. C'est comme ça que nous avons perdu les Chagos. Mais après, en 69, quelques temps après, c'est un autre grand parti politique qui prend naissance avec l'intellectuel mauricien, c'est-à-dire le club des étudiants, qui est venu après avec Béranger. Ouais. Comment vous voyez, de loin, peut-être de près, peut-être je ne connais pas votre ascendance politique, vos préférences politiques, je veux dire. Comment vous avez vécu cette naissance de ce parti qui est cinquantenaire maintenant? Ouais, non, mais j'ai bien aimé ça. Il y avait des intellectuels, de grands intellectuels, avec Béranger. Mais un petit moment après, ils se sont séparés. Hein? Desvira-Sommier parti de son côté. Ça, c'est. Non, Desvira-Sommier a été le premier élu MMM au numéro, numéro 5. Mais quand vous avez. MMM SP. Oui, sans Paul. C'était un grand orateur. Ouais. Il a bien fait. Mais la première élection que le MMM remporte en 1971, ça a été un choc pour Maurice? Alors qu'on disait que un choc, vous avez vu ça comme un choc? Ou c'était dans l'air du temps parce que le clivage n'était plus là? C'était dans l'air du temps. Il faut marcher avec son temps, vous autres. Oui, le MMM est sorti. Mais c'était normal, c'était naturel. Parce que le Parti travailliste était assis là, il n'a pas fait grand-chose. Quand le MMM est arrivé, il a quadrillé le pays complètement. Il a expliqué les droits du travailleur. Hein. Et ça, tout le temps, je reproche ça à Béranger. Je l'ai côtoyé, parce que j'étais le président de l'Air Mauritius Staff Association à Plaisance. Je représentais le personnel au sol, le personnel navigant, les ingénieurs, mécaniciens, les pilotes. Ben, les jeunes avaient plein le dos du gouvernement de Kewal, avec une gadouce et taxes. Les jeunes ont voulu passer à la General Workers Federation qui venait d'avoir sa reconnaissance. Ah ben, je côtoyais les Béranger, bien sûr 2 fois la semaine ou 3 fois, il fallait que j'aille à l'Assemblée. Ah ben, mais il y a une chose que je ne sais pas si c'est pas bêtise que Paul Béranger a fait ça, ou bien il est passé à côté. Il a appris aux travailleurs le droit, mais les droits mangent avec le devoir, ça. La responsabilité vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la société. Parce que quand on fait du syndicalisme, du syndicat, on apprend à connaître les gens.
les hommes sont de sales égoïstes. Ils arrivent là, tu t'es occupé de mon affaire, pourquoi son affaire? Je dois m'occuper des affaires d'une manière globale, même pas seulement globale pour Maurice, Mais c'est humain. pour parce qu'il y a la solidarité internationale des travailleurs aussi. Parce que moi dans l'aviation, mais le OACA, c'était le club international de l'aviation, la présidente était en Maurice. Hein? Mais quand j'allais aux Indes, mais c'était mes collègues, j'allais n'importe où, et à France, ou en Amérique, ou au Canada. Mais c'était mes collègues. Oui, il y avait une solidarité. Vous avez connu la montée du travaillisme et comment je veux dire, le début de la déchéance, quand 76, Le début de la déchéance, c'est justement quand le MMM est sorti à 30-0 d'un coup. C'est là parce que nous on pensait que c'était 76, l'élection que le MMM remporte en termes mais l'alliance post-travailliste, PMSD, c'était une course à trois. J'ai posé la question à Rivals Kenneth, il était au Parlement, il était clerc de l'Assemblée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Il m'a dit, je crois que tout le monde est MMM. Mais c'est vrai, le jour des élections, ça s'est produit. C'était normal. C'était normal. Joseph Sandmankin m'a dit aussi, oui, le MMM a carrié le pays complètement, c'était bien structuré. Est-ce que pour vous, c'est le début de la, je ne vais pas dire la déchéance, c'est peut-être le mot est fort, c'est d'une certaine descente. C'était la déchéance. C'était la déchéance. Je me souviens, Rivals, on avait demandé à Rivals, Kenneth, de venir au Parti travailliste, là, je crois qu'il y a Rosemont, là, hein, de parler sur Raoul Rivette pour l'école Chandelot, là. Mais Rivals m'a dit, j'ai pas allé là-bas. Mais je sentais cette déchéance-là complètement. Dans ce vieux building qui est près de Foutlevent, c'est encore là, ça? Non, ça a été détruit. Dans ce vieux building-là. Oui, ça a été détruit. C'était pas un building, là. Non, mais ça fait l'histoire du passé, il y a beaucoup, ouais. il y a beaucoup de secrets dans l'histoire du passé. On respecte le patrimoine ici. J'étais allé à l'escale de Plaisance. Un jour, je descends chez Port-Louis, je vais à Port-Louis. J'étais étranger dans mon pays. Le custom ça a été blondin. Blondin, oui, je me rappelle. Heureusement qu'on n'a pas touché à la poste. Et au club de la douane, là, c'était construit par des ponts nigériens, ça, pierre taillée. Ça, le bâtiment de la poste, essayez de passer une amende de pierre. Il va passer. Il va passer, oui. Et heureusement, ils ont démoli la ferme des Roms. La ferme des Roms, c'était la première église d'Écosse à Maurice. Ça a été reconstruit à Vacquois. Mais maintenant, l'Arabian Dock a disparu. Hein? L'Arabian Dock, le magasin Pandy, magasin d'Antrou, tout ça, ça a disparu. On ne respecte pas le patrimoine de Maurice. L'autoroute. Ils pouvaient faire passer cette autoroute-là n'importe quel trou du pays, pas là. Comment vous avez vécu vous disiez tout à l'heure, c'est 60-0. 60-0, c'est le premier 60-0 dans le gouvernement, presque quasiment sans opposition. Sans opposition, c'était une belle ouverture sur la dictature. Pour vous, ce 60-0-là, alors que le peuple, c'était l'ouverture, on mettait de côté les Ramgoulam, les Ringadou, les Jagatsin, les Baronniers. Ils avaient été balayés complètement. Vous sentez triste, étant du fait que vous avez vécu ces premiers moments, les premiers grands meetings de Maurice J'ai entendu le ministre Pinto, c'est à Néoud, parler. C'était dans mon magasin, ça. On n'avait pas de radio. Nous avions un gros camion Bedford, le dernier modèle, BK510. Mais la radio, là, était super. Mais j'étais en train d'écouter les résultats, j'ai entendu les discours de Jagnat, j'ai entendu les discours de... Oui, ça s'appelle ça. Boudou. Henri Boudou. Ouais. J'ai entendu ça. Il a dit, ouais, le sale est parti. Mais 9 mois après, c'est la cassure.
C'était une déchirure pour vous? Quoi. Tu sais, La la cassette de 93, Acacia et Boudou, Acacia, Boudou, la naissance du le MSM. Naturellement, il n'a pas été aux Zen, Boudou. Il a parlé là-bas, il a pris la parole. Il a dit qu'il remerciait les Amitabh Bachchan et tous les acteurs là. C'est eux qui ont appris l'hindi aux Mauriciens. Et mais il a marché sur les procès d'Indi ici. C'est tous ceux qui se sont donné beaucoup de peine dans les barricades. Il a dit des bêtises. Il nous reste quelques minutes, Cécile Birchel-Émile. Comment vous voyez un peu la politique maintenant? Quand on regarde un peu dans le Parlement, on regarde un peu ce qui se fait. Le Parlement? Mais le Parlement n'existe pas. Le Parlement n'existe pas. C'est un club service. Pour vous, c'est un club service? C'est un club service même. Vous voyez quoi? On pose des questions, on ne répond jamais. On raconte des âneries. Non, il n'y a pas de Parlement. Autrefois, il y avait notre auguste assemblée. Ouais. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi c'est venu un show? Parce que tellement de un show? On dit un show de mauvais goût. Quel exemple vous donnez aux jeunes là, aux gosses, hein? Et c'est à la télé ça. Regardez le comportement de ces gens-là. C'est un parlement. Vous pensez l'effet que c'est venu maintenant télévisé, que tout le monde peut regarder ce qui se fait pendant les séances parlementaires. Ouais. Ça a changé un peu la donne de... Parce qu'on a vu un ministre présenter le Code Noir. Le Code Noir, pourquoi avoir peur de parler du Code Noir? Ça a existé là. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller à Cardésie, à Kirby. Vous allez voir. Hein? Pourquoi ne pas parler de l'esclavage? Ça a existé, on ne peut pas nier ça. Ce métissage que nous avons ici est unique au monde. Depuis l'époque hollandaise, hein, il y avait des Indiens ici, des esclaves, il y a des Asiatiques, ouais, Bangkok là, hein. Ils étaient là, tout le bassin sud-est, non? Sud-est asiatique était là. Il y avait les Singapour jusqu'à la Malaisie. Il y avait les Malgaches aussi vis-à-vis. Ben, il y avait des esclaves français, anglais, allemands, européens, des esclaves. D'ailleurs, il restait pas... On parle très peu de ça. Vous me dites qu'il y avait des esclaves hollandais, des esclaves anglais, des esclaves français, anglais, allemands, mais des Européens. Des Européens. Ils sont d'où? D'Europe. Ce sont des prisonniers de... C'était des esclaves, un point, c'est tout. Et ça ne restait pas dans le camp, ils fichaient le camp dans la forêt. Quand en 1710, c'est là que les Hollandais sont partis. Ils avaient, après avoir pillé nos ébéniers, c'est pas la peine de parler du dodo. C'est eux qui ont introduit le cerf ici à Maurice, la canne à sucre ici. Ouais. Mais ils ne restaient pas dans le camp, ils allaient dans les forêts. Lorsque ils étaient à Batavia, ils sont repartis, la première dame de Maurice était une esclave, Madame Van der Stel. Ils sont partis pour Batavia parce que le commerce d'ébène ne marchait plus. Ils avaient pillé d'un côté, ils sont allés piller à l'est, après ils sont partis, ils ont été à Batavia. Lorsque le bateau est retourné, le premier Mauricien est né dans nos eaux territoriales. C'était un noir. Le premier Mauricien enregistré, déclaré à Maurice. Et après, il a été éduqué au Sud-Afrique. Le Sud-Afrique a tiré le rideau de l'apartheid. Et ce garçon a été éduqué là-bas. Il est devenu le premier gouverneur du Cap, un Mauricien, le premier Mauricien noir. Quand les Français sont arrivés, ils ont eu maille à partir avec ces gens-là dans la forêt. C'est là qu'ils ont trouvé un Allemand nu, il s'appelait Wilhelm Lichting. On lui doit les plaines Wilhelms. Mais il y a toutes les ethnies des 5 continents là. Il y avait tous les types de personnes là. Ce métissage-là est unique au monde, pas seulement dans les îles, dans la zone sud, ici, l'Afrique, non, dans le monde. Je viens
Ils n'ont pas pu. Ils ont soutenu une guerre de guérilla. Les Français sont partis. Ils n'ont pas pu résister. Ils sont partis, ils ont été ailleurs. Mais ils ont vécu pendant toute leur vie ici comme des monarques, avec une frayeur infernale. Ils s'attendaient à ce que l'Africain se lève. L'Africain ne s'est pas levé. Il est parti sans agressif quiconque. Je viens d'apprendre quelque chose parce que ma connaissance de l'histoire, on parle toujours des esclaves, c'était des Noirs, des Malgaches, des Mozambicains, des... Oui, oui. J'ai même entendu une pincée de Mozambique. Le Mozambicain, c'est un grand type solide. Mais d'esclaves anglais, d'esclaves français, Mais même un esclave allemand, ça c'est vrai. C'est là que je me pose la question, est-ce que, pourquoi j'ai pas vu ça dans un bouquin? Il y a une vraie histoire, oui. Il y en a. Il y a qu'à lire Sidney Selvon. Sydney, oui. Sidney Selvon, oui. Mais en Angleterre, vous croyez, il n'y avait pas d'esclaves là-bas? Regardez à l'époque de Molière, de Corneille, comment que le domestique français était traité, était battu, était maltraité. C'était inhumain. Et vous là, un carrosse qui passait par exemple, qui écrasait un manant là. Qu'est-ce qu'il disait? Le gars dans le carrosse. C'est rien de plus qu'un manant. Avancez, écartez-vous. Et il continuait sa route. C'était des esclaves même. Mais cette partie, pour revenir à ma question, pourquoi que dans les livres courants, peut-être il faut aller chercher vraiment, aller voir un vieux livre de feu Benjamin Moutou. Benjamin Moutou, c'est récent ça. Mais j'ai pas de trace. Vous m'avez appris quelque chose. Benjamin parle des chrétiens à l'île Maurice. Il m'avait demandé de venir donner un coup de main. J'ai dit non, parce que moi je suis mauricien par excellence. Hein? J'ai vécu avec une tamoule, j'ai vécu avec une fille de la terre. Dans la cour où j'habitais, il y avait des vaches et toute l'histoire. Oui, j'ai vécu comme ça. Parce que moi, au fait, je suis un poète. Hein? J'avais rien à faire. Je suis né dans une grande case, ouais, avec des domestiques en livrée, mais j'en avais que faire. J'ai même pas souvenir que ma maman me lavait mes baignes. C'était ma nounou qui s'occupait de moi. Avec autant de souvenirs, pourquoi ne pas vous mettre d'écriture, vous faites peut-être... J'écris ça. J'écris. J'ai commencé à écrire. J'ai pas été à l'école, moi. J'ai été à peine à l'école, rien pour apprendre à lire et à écrire. Mais j'étais avec Carbon, Marcel Carbon, tout petit. Mais je ne sais pas comment, j'ai passé ma 6e à l'école de Beaubassin, Bon Secours, j'ai quitté pour lui. J'ai passé avec Sœur Trinité, qui est la fille de Villiers de Casanova. C'était un camarade de la famille. Après, je devais soi-disant aller au Saint-Anne-Louis Collège. Mais j'avais rien à faire à Saint-Anne-Louis, on peut aller en anglais. Non, c'était une école anglaise. Ça ne me plaisait pas. On m'a fait prendre pas aux examens, mais lorsque j'ai écrit mon essai, je n'ai pas écrit directement. J'ai écrit sur un brouillon. Et quand l'État a ramassé les papiers, je ne lui ai pas donné ça. Naturellement, je n'ai pas passé. Vous regrettez ça? Non, je ne regrette pas. Mais pas été guidé. J'avais rien à faire là. J'ai été au lycée de Houbilham avec Esaïe David. Quand Esaïe David parlait, ça, il avait le verbe haut, mais il avait un parler châtié, ça. Je suis allé à l'école là, avec lui, au lycée. Quelquefois, il passait, il demandait au professeur de se retirer, de lui donner la chair. Il s'asseyait là, il faisait un cours de français avec nous. Mais quand il parlait là, j'étais transporté complètement. J'étais pas là, j'étais ailleurs. J'étais dans l'astral, oui. Mais maintenant, Marcel Carbon m'a demandé où tu vas. J'ai dit, je vais au lycée de Houbilham. Il m'a dit, Esaïe et moi, nous étions comme la queue de la chemise et les fesses. Tous les jours, nous étions ensemble, tous les après-midi. Mes parents étaient guidés comme ça. J'ai fréquenté tous les poètes, tous les écrivains, les musiciens, tous les peintres. Oui, j'ai vécu là j'étais avec Carbone jusqu'à son décès. Ouais. Un moment triste que vous avez vécu? Pas triste, j'étais heureux.
Généralement, la mort est associée à la tristesse. Pourquoi vous étiez heureux? Non, mais je suis resté avec Marcel, avec Carbon. J'habitais là-bas, il y avait un couvert pour moi n'importe quand. Mais par exemple, ma mère n'avait pas le sens de l'heure. Nous, on se faisait taper dessus à l'école tous les jours. Les petits, 3 petits après moi, ils avaient un petit coup de rotin. Moi, je recevais des baffes de Saint-Marie de Jésus. Bon Dieu, des coups de rotin. Mais je m'en fichais royalement. Elle voulait corriger mon insolence. Je suis né insolent. Qu'est-ce que vous voulez aller corriger mon caractère? C'est pas possible, ça. Mais elle avait beau me frapper, de la regarder, lui ficher ce que je pensais en pleine poire. Elle pouvait m'égorger. Ce sera ma dernière question, Émile Becherel. Ouais. Cécile et Émile Becherel, Ouais, c'est si. comment voyez l'avenir politique du pays, de Maurice? L'avenir politique, il faut débarrasser des dirigeants-là. Après, nous recommençons nous travaillons la main dans la main, tous les Mauriciens ensemble. On remettra le pays debout. S'il faut recommencer comme à l'époque où nous sommes tous des immigrants ici, personne ne peut dire qu'il a quelque chose en plus. Nous sommes tous des immigrants sur cette terre africaine qui est notre meilleure patrie à nous aujourd'hui. Et du Et passage, il y a une chose, je vais vous dire. Si le pays est arrivé là où il est, hein, c'est grâce à la communauté mauricienne d'origine chinoise qui a poussé ça là où le pays est arrivé. Oui, socialement et économiquement. C'est pas la peine que je parle des Ning Chengin, des Wenpin, des Lissing, hein, de ceux qui ont fait le rhum, la distillerie à Pamplemousse et ailleurs. Ben, les gars réunis, c'était Ning Chengin. Ben, vous savez que le gouvernement britannique avait un contrat avec eux pour les bogies de l'armée. Ben, je portais des bogies, moi. Ah ben, celui qui s'occupait de mes bogies là-bas, c'était mon camarade. Lui, il voulait m'emmener avec lui pour faire les claquettes. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Les Chinois, socialement et économiquement, c'est eux qui ont fait ça. petite parenthèse avant de se dire au revoir. Comment vous voyez un peu à Mauritius? Tout à l'heure, Et à Mauritius? vous parliez que vous étiez Et à Mauritius? syndicat, vous rencontrez Béranger à l'époque. Ouais, vous avez, ouais. mais comment vous voyez un peu cette situation? Je On vois- va peut-être descendre des enfers, cette situation. C'est la descente des enfers. C'est la descente des enfers. Ouais, c'est Dante, là. Ouais. J'ai servi cette compagnie-là avec mon âme. Ça me fait mal. Ça fait mal. Ça me fait mal de voir cette compagnie-là tomber. Quand j'ai quitté la compagnie, c'était la compagnie la plus riche de Maurice, ça. Je vais vous dire, les avions de Air Seychelles faisaient le servicing chez nous. Hein. Quand je dis servicing, pas pour nettoyer ceci, cela. Quand il fallait faire la grande visite, vous savez ce que c'est que la grande visite? Cet avion est démonté, c'est nu, c'est nu. Si on doit changer les pièces, si c'est Boeing, c'est à Seattle, si c'est Airbus, c'est à Toulouse, hein, les pièces. Pour changer un écrou dans la carlingue, ça il faut que vous donniez vos diplômes, hein, tous vos certificats pour changer ça. Ça doit venir de l'agent directement. Hein. On ne peut pas mettre un boulon à un écrou, je ne sais pas quelle affaire, je suis ça. Passe donc un carré. Ça, c'est la sécurité par excellence. Ouais, notre salle à manger. Le cleaner jusqu'au chairman pouvait s'asseoir à la même table pour manger. Hein? Il n'y avait pas d'état-major, d'histoire là. C'était la compagnie la plus riche de Maurice. Ouais. Qui c'est qui a dirigé ça? C'était Harry Terrengadum. Il est venu après moi. Moi, je suis un des pionniers. J'appartiens à Maurice depuis 68. Monsieur Terrengadum est arrivé, je crois, en 73 ou 71. Ben, il a marché devant. Nous avons suivi son pas. Nous avons développé ça ensemble. Ouais. Voilà par exemple à l'Escale. Qui était Jean Forget. Ben ça, c'était une colonne, ça.
Ouais. J'étais le seul à pouvoir lui tenir tête. Quand j'entrais dans son bureau, là, tous les collègues, tous les copains, ils venaient écouter. Ou bien je prenais mon téléphone, j'appelais l'escale, et il dit passe-moi la fourgette. Bonhomme, comme je disais, on entendait tac, tac, on écoutait la conversation. C'était un grand tamassa. Et puis seulement, M. Fourgette, il avait qu'à quitter sa veste sur sa chaise là. Le travail marchait comme si M. Fourgette était avec une baïonnette derrière tous ces abrutis là. Pas seulement les officiers et les hôtesses, les attendaient partout. Quand ils voyaient M. Fourgette là, il faisait comme ça. 4 bords. Il avait 4 galons. Ouais. Eh bien, il avait des yeux, des oreilles partout. Moi aussi, j'avais des yeux, des oreilles. Et surtout, sur la marchandise qui quittait mon magasin, qui était transféré sur pour lui au Queen's House, ah ben ça, M. Fourgette ne pouvait pas savoir. Je savais tout ce qui se passait en douane, dans le port maritime, qui c'est qui avait volé, où il a été vendre cette affaire-là, quel receveur dans le port maritime. Ça, j'étais au courant, parce que je suis né en douane. C'est ce beau sourire, je vous remercie, M. Cécile Béchel-Émile, pour m'avoir accueilli ici chez vous. Et cette partage d'histoire, moi je suis sorti avec quelque chose que je n'ai pas connu. Non, mais je vous remercie d'être venu m'interviewer. J'ai été heureux de vous recevoir. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, je suis handicapé. Je ne peux même pas sortir de ma maison. Je mange avec une canne, mais je risque de me tordre le cou à n'importe quel moment. Ah ben, je ne peux même pas me manifester quand il y a une manifestation quelconque, que ce soit pour Hermosus, que ce soit pour le pays en général. Je ne peux plus me manifester. Autrefois, je faisais des marches. Ah ben, on me poussait en première galerie. À cette époque-là, j'avais 75 ans, par là, peut-être un peu moins. Mais ce n'était pas la MBC qui filmait ça. C'était privé. Je sais que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants à l'étranger, ils ont dit à leur maman ici qu'ils ont vu grand-père. Grand-père de la télévision. Ouais. Ok, merci beaucoup.